Voilà, donc volontairement, en fait, j'ai fait des passerelles entre le sommeil, les pathologies du sommeil et les cancers. Mais pour débuter, on va d'abord faire un petit peu de physio en quelques diapos, parler et rappeler les fonctions principales du sommeil et les conséquences du sommeil altéré. On fera ces passerelles entre sommeil et cancer et sommeil. On évoquera quelques pathologies du sommeil, pas toutes, et je pourrai vous donner quelques conseils pour améliorer le sommeil d'une façon générale. Alors, c'est quoi le sommeil? Un état de suspension partielle et périodique, des rapports sensitifs et moteurs avec notre environnement. C'est un processus extrêmement dynamique qui est déterminé par des réseaux hormonaux, neurochimiques et neuronaux complexes, avec deux éléments majeurs qui en fait vont permettre cette alternance de la veille et du sommeil, le processus circadien, qui est situé au niveau des noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, et le processus homéostasique, c'est-à-dire que pour dormir, il faut avoir été réveillé puisqu'on va accumuler un besoin de sommeil au cours de la journée. Donc, le processus homéostasique, c'est un système d'équilibre entre l'état de veille et l'état de sommeil, qui en fait que quand on n'a pas assez dormi, eh ben, on va être somnolent parce qu'on va avoir une pression de sommeil importante. Et quand on a assez dormi, on a une bonne qualité d'éveil. On ne peut pas dormir de façon profonde si on n'a pas eu une durée d'éveil préalable d'un certain minimum d'heures qui, en fait, cette pression de sommeil va diminuer pendant notre sommeil. Le processus circadien, c'est autour de 24 heures, c'est notre horloge interne, c'est tous nos rythmes internes. Et ce qui, en fait, va réguler, en tous les cas, nous faire passer de l'éveil au sommeil, c'est trois variables importantes, la température du corps, le cortisol et la mélatonine. Et puis, ce rythme veille-sommeil va être ensuite synchronisé par des donneurs de temps que l'on va revoir. Alors, notre corps est fait de rythmes, les rythmes de la température, les fonctions digestives, les hormones, les fonctions, en fait, la vigilance, les fonctions, ça, je pense que vous voyez la souris, avec toutes les variations, avec des rythmes qui peuvent être autour de 24 heures, en dessous de 24 heures ou au-delà de 24 heures. Et donc, le rythme sommeil a un rythme autour de 24 heures. C'est-à-dire que si je fais une alternance du jour et de la nuit, je vais avoir déjà la température corporelle qui va monter quand je suis réveillée, avec un pic dans l'après-midi, puis qui va redescendre pour avoir un minimum thermique à 3 heures du matin, etc., qui va recommencer la journée suivante. Et je vais avoir la mélatonine qui fait l'inverse de la température, avec un pic à 3 heures du matin. Et normalement, si je suis en pleine lumière, je n'ai pas de mélatonine sécrétée par l'épiphyse, qui est une partie du cerveau, puisqu'on a en fait des récepteurs au niveau de l'œil qui vont en fait gérer, permettre de bloquer ou pas cette sécrétion de mélatonine en informant l'épiphyse par des voies neurologiques de la lumière ou de la nuit. Et le cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, mais qui est aussi l'hormone du stress, et on va le revoir plus tard, qui a son pic à 8 heures du matin et normalement son minimum en cours de nuit. Et donc, on a une période propice à l'endormissement. On passe de l'éveil au sommeil quand se conjugue la baisse de cortisol, la baisse de la température, la montée de la mélatonine. Et on va avoir un passage du sommeil à l'éveil quand en fait on va avoir une chute du cortisol, une remontée du cortisol, pardon, une remontée de la température et une baisse de la mélatonine. Et donc on va alterner des états de veille et de sommeil. Et c'est la durée d'éveil entre nos deux nuits, en tous les cas le matin et le soir, qui va conditionner notre propension à dormir le soir, etc. Donc on a une balance en fait, une balance où deux personnages alternent un mouvement. Et pour que ce soit bien efficace, il faut des synchroniseurs. La lumière, sans lumière, en fait, on ne peut pas avoir un rythme veille-sommeil régulier. Vous vous souvenez peut-être des expériences dans les grottes. Le lever heure fixe, l'activité physique qui va permettre de faire une belle courbe de température avec une amplitude thermique et un delta entre le jour et la nuit qui est important, et les repas à heure régulière. Donc, vous le savez très certainement, le sommeil est organisé en cycles. On parle d'hypnogramme, un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles, avec une prédominance de sommeil profond en première partie de nuit et absence de sommeil profond en deuxième partie de nuit. Chaque cycle se constitue de sommeil léger, sommeil profond, sommeil de rêve,
avec de façon systématique des petits éveils en cours de nuit qui ne peuvent ne pas être pathologiques s'il n'y a pas de difficulté de réendormissement. Alors, pour être en forme le matin au réveil, il faut, à mon sens, 3 choses. D'une part, dormir assez, en fonction de notre besoin individuel, dormir au bon moment et que le sommeil soit continu. Alors, le sommeil, c'est 3 états, l'éveil, le sommeil lent, le sommeil paradoxal, c'est là où il y a les rêves, qui ont des fonctions complètement différentes. L'éveil fait partie de notre sommeil, on l'a dit. Le sommeil lent léger, il est reposant mais pas réparateur. On s'endort en sommeil léger, mise en veilleuse des capacités diurnes. Puis on fait du sommeil profond, c'est le véritable sommeil récupérateur, fatigue, restauration musculaire, etc. Métabolisme, humidité, croissance, c'est pendant cette période que sécrétée l'hormone de croissance notamment. Sommeil paradoxal où on a les rêves. Il peut y avoir des parasomnies dans d'autres phases de sommeil, mais le sommeil paradoxal contient les rêves, ceux souvent sur lesquels on a une mémoire, et puis ont un intérêt pour le traitement des émotions, la lutte contre le stress, l'équilibre psychologique. Chaque phase de sommeil a des caractéristiques, que ce soit au niveau de l'activité cérébrale, c'est pour ça qu'on fait des électroencéphalogrammes, des mouvements des yeux, de l'activité cardiaque, pulmonaire, etc. Et donc, on score le sommeil en fonction de ces éléments que l'on voit en polysomnographie. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut dormir assez, et donc notre besoin, en fait, il n'est pas égal d'une personne à l'autre. C'est génétiquement déterminé. Vous ne ferez jamais d'un court dormeur un long dormeur et inversement. Si on pouvait tous s'interroger, on pourrait éventuellement voir que 80% des gens ont une durée de sommeil standard, entre guillemets, de 7-8 heures, et vous avez 10% des gens qui sont des très courts dormeurs en dessous de 6 heures, et puis des très longs dormeurs au-delà de 9 heures. En fait, la pression homéostasique est différente, c'est-à-dire que les gens qui dorment peu, en fait, ils vont accumuler un besoin de sommeil, mais qui vont vite faire disparaître, enfin vite perdre, ce qui fait qu'ils ont un besoin de sommeil qui est moins important et les rythmes biologiques sont plus courts. Et en fait, ce n'est pas la quantité de sommeil profond qui est plus importante quand on est un long dormeur, c'est le sommeil intermédiaire, le sommeil lent léger qui est augmenté. Alors, vous connaissez tous autour de vous des couches tôt ou des couches tard, les sujets du matin qui peuvent être couche tôt, lève tôt, ou les sujets du soir qui peuvent être couche tard, lève tard. C'est la même chose, on ne fera jamais d'un sujet du matin un sujet du soir, et inversement. Les sujets du soir ont des performances maximales en soirée, c'est ces personnes-là qu'il faut de façon privilégiée, laisser pour des travails de nuit, par exemple des postes de nuit, un sujet du matin qui ne tient pas le soir. Il faut, si possible, qu'ils ne choisissent pas un poste de nuit, en tous les cas, pas d'horaire posté ou tardif le soir. Donc, on peut évaluer cette vespéralité ou cette matinalité en faisant des questionnaires, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sommeil évolue avec l'âge. À une semaine de vie, bien évidemment, on a un sommeil polyphasique. Puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc., le sommeil va évoluer. À l'âge de 3-5 ans, on n'a plus qu'une sieste la journée. Et entre 10 et 12 ans, on a une organisation du sommeil comme chez l'adulte, un petit peu plus simplement. Alors, le besoin de sommeil recommandé, c'est en fait par les sociétés savantes, que ce soit des sociétés de recherche sur le sommeil ou alors l'Association nationale du sommeil ou même l'OMS, on a des temps de sommeil, entre guillemets, recommandés. À 10 ans, c'est 10 heures. Au-delà chez l'adulte, c'est en fonction de son besoin de sommeil, mais ça va diminuer avec l'âge. Et plus on est petit, plus ce besoin de sommeil est important, en sachant qu'on a des variables si vous êtes long ou court dormeur, puisque d'une personne à l'autre, on a en fait des petites variations. Alors, et pourtant, les gens ne dorment pas assez. Il y a eu tous les ans, il y a des études. La Journée nationale du sommeil, peut-être que vous connaissez, c'est en général en mars de chaque année. Cette année, il y a eu la 26e, donc là, j'ai pris des chiffres de la 24e, puisque ça existe depuis 2000. Les gens ne dorment pas assez, ils mettent du temps pour s'endormir, 37 minutes, contre 53 minutes en plus pour les 18-24 ans. Et en fait, c'est plus que dans les années passées. Et le week-end, en fait, ils ne récupèrent pas. En tous les cas, ils récupèrent un petit peu, mais pas autant qu'ils ne devraient. Et puis,
plus d'un tiers des Français ne sont pas satisfaits par la qualité de leur sommeil. 37%, ça c'est pareil, c'est les enquêtes de l'INSV, qui est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. 37% en moyenne des gens se plaignent de leur sommeil et 42% disent souffrir d'un trouble du sommeil. Et pourtant, les fonctions principales du sommeil sont indispensables: la récupération physique, l'équilibre psychologique, les fonctions cognitives, processus de mémoire, acquisition, croissance, maturation cérébrale, défense immunitaire, nettoyage cellulaire, régulation du métabolisme, réduction du stress oxydatif, protection cardiovasculaire, neurologique, cérébrale, lutte contre le vieillissement et surtout les fonctions énergétiques et métaboliques, dont l'équilibre pondéral, puisque la gréline, la leptine, le cortisol, l'insuline sont soumis au rythme de l'horloge biologique qui en fait est lié notamment au sommeil. Alors il faut préserver son sommeil parce que si on ne dort pas assez, le sommeil ne peut pas remplir ses fonctions premières. Et puis c'est une fonction vitale, essentielle pour la santé mentale, physique, psychique, mais ça, on le sait, c'est déjà quand même largement diffusé dans la population générale. Et pourtant, on fait tous parfois quelques erreurs. Préserver son sommeil, c'est préserver son éveil pour être performant, efficace, en bonne santé, de bonne humeur, etc. Les risques de la dette de sommeil, somnolence, augmentation de la glycémie, troubles cognitifs, troubles psychologiques, accidents domestiques, instabilité, inadaptation au travail, risque cardiovasculaire, obésité, problèmes d'immunité, signes fonctionnels avec des plaintes somatiques très variées, cancer et coûts pour la société. Donc, je vais vous montrer quelques éléments d'études quand on ne dort pas assez ou qu'on a un sommeil altéré. Donc, on a une modification de la leptine et la gréline qui favorise l'obésité. On peut avoir des développements du diabète et des pathologies comme l'hypertension artérielle, du fait de l'insulinorésistance, l'augmentation de la sécrétion du cortisol, une augmentation du taux des cytokines pro-inflammatoires et une diminution des taux des lymphocytes qui diminue notre immunité et qui peut avoir un rôle dans l'apparition de cancer ou dans l'évolution du cancer, baisse des performances physiques et cognitives, troubles de l'humeur et donc possiblement le développement d'un cancer. Ça, c'est une étude qui avait été faite en 2014, 311 000 personnes. Les personnes qui ont une insomnie ont plus de risques de faire un problème cardiovasculaire, infarctus, maladie coronarienne, AVC et 33% de mortalité associée à une maladie cardiovasculaire. Et quelles que soient les autres études et les cohortes prospectives, on a le même constat, avec des chiffres qui sont relativement importants en termes d'augmentation de risque. Ça, c'est une autre étude qui avait montré, en fait, qui avait été présentée à la SFRMS, mais qui date de 2014. C'est plus de 54 000 personnes qui avaient été suivies pendant 11 ans. Et si on a 3 symptômes d'insomnie qu'on va voir plus tard, le risque d'insuffisance cardiaque est majoré par 4,5. Risque accru d'infarctus myocardique, de maladie coronarienne, d'AVC. Ça reprend. Alors, sur quelle est la physiopathologie de tout ça? C'est-à-dire que quand on a un état d'hyperéveil, un sommeil réduit, une fragmentation du sommeil, quelle qu'en soit la cause, on va avoir une augmentation de l'activité sympathique, de l'inflammation systémique, une modification de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien avec une augmentation du cortisol. Et au niveau cardiovasculaire, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de l'athérogénèse, une augmentation des niveaux lipidiques, de l'insulinorésistance. Tout ça sont des facteurs de risque potentiel de désordre métabolique et potentiellement de cancer. Alors, justement, en termes de cardiovasculaire, si on regarde, ça c'est une étude qui avait montré qu'en 2021, il y avait eu une classification des décès d'origine cardiovasculaire, plus de 9 millions d'infarctus, près de 4 millions d'AVC, des cardiopathies hypertensives. En fait, on savait que les facteurs de risque identifiés pour la protection cardiovasculaire, c'était HTA, dyslipidémie, glycémie, tabac, activité physique, poids, alimentation. En 2023 a été ajouté le sommeil, et notamment la durée du sommeil. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant à la durée de notre sommeil. 7 heures, c'est la durée optimale. En deçà et au-delà, on a des risques
comme le montrent ces études. Ça, c'est plus de 3 millions de personnes suivies pendant 3 à 34 ans. Ça avait été présenté au Congrès du sommeil par le docteur Bayeul. Et donc, en deçà et au-delà, vous avez des risques, toute mortalité confondue, des risques cardiovasculaires, des risques d'infarctus, des risques de pathologie coronarienne. Ça, c'est une autre étude qui avait montré un peu la même chose. Pour un suivi médian de 11 ans avec près de 5000 personnes, cette étude de 2018 qui était parue dans SLEEP avait montré qu'on avait un risque de 29% plus élevé d'incidents cardiovasculaires dans le groupe insomnie, moins de 6 heures de sommeil par nuit. Donc on retrouve la dysrégulation métabolique, l'athérosclérose, la dysautonomie avec l'activité sympathique et l'augmentation du cortisol, puisqu'en fait on a des risques qui sont liés à la dette de sommeil, sécrétion de cellules pro-inflammatoires, activité sympathique, stress oxydatif, hypercholestérolémie, modification de la leptine et de la gréline, qui vont en fait favoriser le diabète, l'obésité, l'athérosclérose, avec une augmentation de l'activité sympathique qui va donner l'inflammation, la dysfonction endothéliale, l'insulinorésistance, le stress oxydatif et une dérégulation de la réponse immunitaire. Du coup, il y a des risques d'obésité, 30% de plus de développer une obésité si on ne dort pas assez, toujours par les mêmes modifications, de dysrégulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, avec des responsabilités au niveau cellulaire, au niveau du foie, au niveau du tissu adipeux, au niveau des vaisseaux, au niveau des cellules endothéliales, qui vont entretenir les risques de diabète, d'obésité et de risques cardiovasculaires. Si on fait le parallèle avec le cancer, on va avoir des perturbations hormonales, immunitaires et cellulaires. Alors je prends pour illustrer, puisqu'on ne peut pas parler de tous les cancers, la thèse de Madame Drost qui avait été faite en 2024, qui avait fait son étude sur l'exercice physique, l'impact de l'exercice physique sur le sommeil chez des patientes atteintes d'un cancer du sein. Donc elle avait mis en évidence les facteurs de risque non évitables, donc les risques héréditaires, démographiques, hormonaux, reproductifs, des antécédents de cancer ou de maladies bénignes du sein. Et puis, elle avait mis en évidence refait en fait le lien avec les facteurs de risque et de prévention qui étaient évitables. Donc, vous savez bien, l'inactivité physique, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, mais qui peut également être lié à des troubles de sommeil antérieurs, l'alimentation, mais qui peut également être lié à des troubles du sommeil antérieur, l'alcool, le tabac, la désynchronisation du rythme circadien, c'est-à-dire quand on n'est pas exactement dans son rythme en fonction de son horloge biologique, et des troubles du sommeil, et notamment l'insomnie. Donc, je vous invite vivement à lire le référentiel en soins oncologiques de support. Cette diapo, elle illustre le lien entre l'horloge circadienne et les voies de signalisation cellulaire, les caractéristiques des substances cancérigènes. Donc, pourquoi on a ce lien entre troubles du sommeil et cancer? Parce qu'en fait, on va avoir une dérégulation des gènes horloges qui sont impliqués dans le gène cellulaire, une altération de la prolifération cellulaire et une modification de l'apoptose. Ça va favoriser les mutations et les croissances tumorales, et donc c'est particulièrement étudié dans le cancer du sein et dans le cancer colorectal. On va avoir une diminution de la mélatonine. Or, la mélatonine, c'est un puissant antioxydant qui va réduire le stress oxydatif, et ça a un effet antiprolifératif sur les cellules tumorales. Et elle intervient également dans la modulation des hormones. Donc, une exposition à la lumière la nuit va diminuer la mélatonine, ce qui pourrait favoriser certains cancers hormonodépendants. On va avoir, on l'a dit, une altération du système immunitaire, diminution de l'activité des cellules NK, qui sont essentielles pour éliminer les cellules cancéreuses, réduction de la veille immunitaire, augmentation du risque d'échappement tumoral, et donc le sommeil est donc crucial pour une immunité anticancéreuse efficace. Une inflammation de bas grade, avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, interleukine 6, TNF-alpha, entre autres, et puis des micro-environnements propices à la carcinogénèse, favorisation de l'angiogénèse tumorale. Donc, les troubles du sommeil et cancer, il y a également le stress oxydatif, et donc on va avoir une augmentation des radicaux libres,
et une diminution des mécanismes de réparation de l'ADN avec des risques accrus de mutation. Des perturbations métaboliques, on l'a vu tout à l'heure, résistance à l'insuline, obésité, augmentation du cortisol, et c'est un risque accru de cancer. Cas particulier de l'apnée, une personne qui a de l'apnée va avoir, vous le savez, des chutes régulières du taux d'oxygène, et en fait, cette hypoxie intermittente va également activer les voies protumorales, augmenter l'angiogénèse avec les lésions endothéliales, etc. Et donc, il y a une association entre la progression tumorale et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ça, c'est quelques articles, éventuellement, mais enfin, on va passer là-dessus. Alors, les patients qui, en fait, sont traités pour un cancer, 30 à 88% ont des troubles du sommeil. Alors, c'est lié à plein de choses, hein, des facteurs endogènes, des facteurs environnementaux, des facteurs psychologiques, des facteurs d'ordre médical, les traitements, etc., en facteurs iatrogènes, ou chirurgical, s'il y a eu de la chirurgie. Mais ça a un impact en termes de mortalité, de qualité de vie, d'activité physique, de santé mentale, de cognition, d'immunité. Il y a une disruption, c'est-à-dire qu'en fait, on a un décalage entre l'horloge biologique et le rythme qu'on a, une réduction de la survie et une baisse d'efficacité des traitements. Donc, il faut prendre en charge les troubles du sommeil chez nos patients. Alors, les plaintes sont variées, hein. Je dors mal, je dors trop, je ne dors pas au bon moment, je suis fatiguée, je ne dors pas assez. Alors, on va évoquer quoi? Difficulté à s'endormir, je suis réveillée la nuit, je ne dors pas assez. On va parler d'insomnie. Mais est-ce que c'est une véritable insomnie ou est-ce que c'est un court dormeur? Il faudra s'interroger sur le profil du patient par rapport à ce temps de sommeil qui est évoqué et rapporté. Je ne dors pas au bon moment. Est-ce que c'est un trouble du rythme veille-sommeil? C'est-à-dire l'alternance veille-sommeil ne se fait pas bien? Ou est-ce que c'est un décalage de phase? C'est-à-dire qu'en fait, la personne, le patient, est simplement soit en avance, soit en retard. Je dors trop, donc on parle d'hypersomnie. Est-ce que c'est une hypersomnie réelle, c'est-à-dire je dors plus de 12-15 heures par jour, enfin sur 24 heures, ou est-ce que c'est une somnolence? Je suis fatiguée. Alors, quand on est traité pour un cancer et quand on a un cancer, on a multiples causes et raisons d'être fatigué. Mais en fait, est-ce que c'est lié à quelque chose d'autre que le sommeil ou est-ce qu'on a une véritable altération de la qualité du sommeil? Donc, est-ce une pathologie du sommeil ou un sommeil je ne sais plus ce que j'ai mis derrière cette, voilà, mais un sommeil altéré. Alors, il faudra faire la distinction entre somnolence, qui en fait, la somnolence, c'est un état qui ne peut disparaître si on ne dort pas. Il faut dormir pour être moins somnolent, alors que la fatigue, c'est un état où on a l'incapacité à faire les choses, mais ce n'est pas le sommeil qui va régler le problème. Ce n'est pas si on dort plus. Donc, les principales pathologies du sommeil, en fait, j'en ai cité 4, 5. On ne parlera pas énormément des parasomnies, on parlera surtout des troubles moteurs pendant le sommeil, mais on va parler de l'insomnie, de l'irrégularité du rythme veille-sommeil, du syndrome d'apnée, bien évidemment, des hypersomnies ou plutôt de la somnolence, et puis du syndrome des jambes sans repos. Alors, cliniquement, on va avoir un certain raisonnement, c'est-à-dire qu'on va entendre la plainte de sommeil du patient, somnolence, insomnie, comportement nocturne. On va faire une évaluation clinique, on va évaluer les symptômes, on va faire une approche transversale pour rechercher des comorbidités pneumologiques, cardiologiques, métaboliques, etc., psychiatriques. Puis on va faire des examens si nécessaire et on va traiter en fonction de ce qu'on trouve, bien sûr, mais également des plaintes du patient, de son âge, des facteurs pronostiques, des caractéristiques cliniques et paracliniques. L'insomnie, c'est le trouble du sommeil le plus fréquent. Déjà dans la population générale, c'est 15 à 20% de la population. Si on prend, même en médecine générale, sans répondre à la définition de l'insomnie qu'on va revoir juste après, c'est déjà 40 à 50% des patients qui se plaignent d'insomnie. Il y a une grande disparité en fonction des études, des critères diagnostiques et des pays. Et en 2020-21, avec le Covid, il y a eu une recrudescence des prescriptions d'hypnotiques du fait de la composante psychologique et comportementale de l'insomnie. Et c'est plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est quoi les symptômes? On a du mal à s'endormir
ou on a un sommeil qui ne se maintient pas, ou on est réveillé plus tôt qu'on ne voudrait, on est insatisfait vis-à-vis de notre sommeil, et ça génère une anxiété ou une altération secondaire, vie familiale, sociale, professionnelle. Et ce, alors qu'il n'y a rien qui fait qu'on a un trouble d'installation du sommeil. Donc on va rechercher si cette insomnie, elle est isolée, on parlera d'insomnie, ou si c'est un symptôme d'insomnie, et là, si en fait on a une comorbidité médicale associée. Alors dans tous les cas, on a un bien-être réduit, un mal-être. Les gens qui ne dorment pas, ils sont très très vulnérables, extrêmement fragilisés. Ils ont une attention et préoccupation qui est centrée sur le sommeil, qui est exacerbée le soir. Je ne vais pas dormir. Il y a un état d'hyper-éveil qui est conditionné par l'environnement familier. Le lit n'est plus associé au sommeil. Je vais me coucher, je ne dors pas. Il y a un hyper-éveil cognitif et comportemental. Dans ma balance veille-sommeil, je vais avoir une augmentation de la sécrétion du cortisol et des mécanismes d'éveil qui vont en fait empêcher l'installation du sommeil. Donc en fait, c'est simple la définition. Il faut que, dans l'insomnie chronique, j'entends, hein, je ne parle pas de l'insomnie aiguë, 3 nuits par semaine pendant au moins 3 mois, avec une difficulté à initier, maintenir ou se réveiller trop tôt, initier, maintenir le sommeil ou se réveiller trop tôt, et puis qu'on ait des symptômes associés. Fatigue, adynamis, somnolence, troubles cognitifs, troubles de l'humeur, conséquences sur le travail, la maison, les apprentissages, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas insomniaque si on n'a aucune plainte. On est potentiellement petit dormeur. Et puis, il n'y a pas d'autres pathologies associées. Donc, la définition, on l'a vu, c'est quoi les hypothèses? C'est que soit c'est un dérèglement du système veille-sommeil ou des oscillateurs circadiens, une hyperactivation du système nerveux central, une contribution génétique. Il y a des modèles neurobiologiques, mais nous, on va surtout s'intéresser au modèle psychocomportemental et neurocognitif parce que c'est celui qui, en fait, va pérenniser le trouble du sommeil avec les années. On a des facteurs prédisposants, notre vulnérabilité individuelle, génétique, physiologique, psychologique, environnementale, les antécédents, les traits de personnalité. Puis un jour apparaît un événement de vie, ça peut être l'annonce d'un diagnostic d'un cancer, un traitement, un changement de rythme, un facteur de stress, l'insomnie apparaît. Puis elle va s'installer et puis involontairement, la personne va en fait avoir des facteurs perpétuants d'entretien du système d'éveil et un mode de pensée, d'émotion et un lien entre pensée, comportement et émotion qui fait que en fait, l'insomnie va rester. Donc, on a une vulnérabilité, une insomnie aiguë qui peut être l'annonce, comme on l'a dit, d'un cancer ou un traitement. Puis ensuite, l'insomnie va diminuer. Puis, probablement que quand le cancer sera traité ou que les traitements seront finis, il pourrait persister une insomnie chronique et c'est là où il faut être vigilant. Alors, ça peut être, dans le cas du cancer, une annonce diagnostique, une altération fonctionnelle ou esthétique, une chirurgie, des effets secondaires de traitement, une pathologie du sommeil installée, avec l'installation ensuite secondaire d'un cercle vicieux de l'insomnie. Maintenant, les facteurs d'entretien sont bien définis. On a des stratégies inadaptées au sommeil, on file au lit en espérant dormir, donc il y a un déconditionnement au coucher, il y a une hyperactivation du système d'éveil, une appréhension, oh là là, est-ce que je vais dormir? Mon Dieu, si je ne dors pas, je ne serai pas en forme demain. Il peut y avoir une irrégularité du rythme veille-sommeil, et si je ne dors pas, je ne serai pas en forme, ou si je vais au lit à telle heure, je ne dormirai pas, et pourquoi lui ou elle dort, etc. Et ça entretient l'éveil. Et donc c'est ça le mécanisme de l'insomnie chronique. C'est-à-dire qu'on a des croyances et attitudes dysfonctionnelles, des mauvaises habitudes, on passe trop de temps dans son lit, on peut avoir des rythmes irréguliers, on fait des siestes en espérant dormir, en disant je vais toujours récupérer, puis on a des conséquences la journée, diminution des performances, troubles de l'humeur. Alors c'est jamais le travail qui est altéré en premier. En général, on est toujours performant au travail, mais c'est à la maison que ça commence à aller moins bien. Et puis, on a une activation du système émotionnel, cognitif, qui fait qu'on a cet entretien d'insomnie et donc qui va en fait pérenniser le trouble de l'insomnie. Donc, quand on est soignant, il faut qu'on recueille la plainte d'insomnie, puis on va voir s'il y a des comorbidités, des problèmes de rythme, d'autres pathologies organiques ou des pathologies somatiques
Est-ce qu'on a un trouble spécifique du sommeil, respiratoire ou jambes sans repos, ou est-ce qu'on est dans une insomnie sans comorbidité? Et on va adapter notre prise en charge clinique, questionnaire, agenda. Exemple du travail de Chloé, en fait, c'est un cancer du sein localisé et les effets secondaires et symptômes cancéraux et chimio-induits, si vous voulez, il y en avait multiples. Hématotoxicité, troubles gastro-intestinaux, cardiotoxicité, neuropathie périphérique, troubles cognitifs, troubles hormonaux, insuffisance ovarienne, altération de la qualité de vie, diminution de l'activité physique, déconditionnement, risque de lymphœdème, douleur post-op, troubles psychologiques, fatigue, rythme circadien altéré, troubles du sommeil, tiens. Et en fait, tous les effets secondaires peuvent être en lien avec les troubles du sommeil ou responsables, ou en tous les cas coexister. Et puis, les troubles du sommeil eux-mêmes peuvent aggraver ces effets secondaires. D'où l'intérêt d'une consultation, en tous les cas d'une consultation centrée sur la plainte de sommeil potentielle de nos patients. Alors, la prévalence des symptômes d'insomnie, elle est plus importante quand on a un traitement par radiothérapie et chimiothérapie, et elle persiste même après chimiothérapie dans certaines études. Et puis, la prévalence des symptômes d'insomnie vont varier de 31 à 59%, donc 2 à 3 fois plus important que la population générale, même avant même l'initiation des traitements anticancéreux. Dans le travail de Chloé Drose, elle avait noté 3 fois plus d'insomnie que la population générale, 30 à 60% d'insomnie, quel que soit le type de cancer, et 31% dans le cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout utiliser des agendas de sommeil, c'est très efficace et c'est très parlant pour le patient ou la patiente et pour le soignant. Et on va faire des évaluations par quelques questionnaires. La fatigue, le score de Pichot, qui est pathologique au-delà de 20 sur 32. Vous pourrez regarder sur Internet score de Pichot et score de somnolence. C'est des questionnaires qu'on peut trouver très facilement, des questionnaires spécifiques qui vont nous orienter vers telle ou telle pathologie, et puis éventuellement des examens complémentaires. Mais on va rester très pratico-pratique, agenda de sommeil, écouter les gens, quelques questionnaires. Donc un agenda de sommeil, c'est ça. Les gens, ils racontent à quelle heure ils se couchent, à quelle heure ils se lèvent, et ils noircissent quand ils pensent dormir, et ils mettent des petits ronds quand ils ont de la somnolence. Vous avez ici les heures, ici les jours. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, on a un coucher entre 21h30 et 23h, un lever entre 5h30 et 7h30, et puis multiples éveils. C'est de l'insomnie mixte de début, milieu, fin de nuit, sans conséquence la journée, puisqu'a priori, il n'y a pas de somnolence ni de phase de sommeil la journée. Ça, c'est un sommeil très écourté, avec une tendance au décalage de phase, puisque la personne se couche entre 2 et 4 heures du matin, ne dort que 2 heures et est réveillée très tôt. Ça, c'est une insomnie de milieu et fin de nuit, avec un rythme coucher-lever extrêmement strict. Par contre, un temps de sommeil de début de nuit, alors ça, c'est très, très, très en faveur d'une dépression, ça, souvent. L'insomnie de début de nuit, c'est plutôt de l'anxiété. L'insomnie de fin de nuit, c'est plutôt la dépression. Ça, c'est une insomnie mixte de début, milieu, fin de nuit. Et donc, on va évaluer le rythme, coucher, lever, les activités, s'il y a de la somnolence dans la journée, la qualité de réveil, si en fait le temps passé au lit correspond au temps de sommeil, etc. Vous voyez, là, on a un sommeil en 2 phases, entre 23h et 2-3 heures du matin, puis entre 14h et 17h. Donc, c'est très intéressant pour le thérapeute, parce qu'en fait, on a tout de suite une idée, et associé à quelques questionnaires, vous voyez là, c'est vraiment extrêmement important, avec des heures de coucher très variables, des heures de lever variables, puis un sommeil qui est multiphasique, avec des petites phases de sommeil, puis de temps en temps un peu de récupération. Le premier traitement de l'insomnie, c'est la TCCI, thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie, idéalement par un thérapeute, et on va faire une restriction du temps passé au lit, c'est-à-dire qu'on va diminuer son temps passé au lit pour augmenter la pression de sommeil, puisqu'on va avoir un temps d'éveil plus long. On ne fait jamais en dessous de 6 heures, et il faut que psychologiquement, le patient soit apte à tolérer ça. Donc, c'est une discussion avec le patient, et c'est après un certain
après une consultation, on ne donne pas cette information d'emblée, et on va faire ce qu'on appelle le contrôle du stimulus, c'est-à-dire qu'on va demander au patient d'aller se coucher quand il a des signes de sommeil. On ne va pas au lit en espérant dormir. On va y associer de l'hygiène de sommeil, que je vais vous montrer après, et puis des techniques éventuellement autres, comme la relaxation ou la respiration calme. La luminothérapie, l'activité physique peuvent avoir un intérêt. Alors le problème, c'est que, si vous voulez, comme l'avait dit le docteur Royan-Parola, qui est psychiatre médecin du sommeil, en France, il y a 500 thérapeutes diplômés en TCCI pour 5 millions de patients insomniaques. Donc, si vous voulez, rien que pour traiter tous les patients, il faudrait déjà 20 ans pour chaque thérapeute pour tous les traiter. Donc, il faut se former, nous, les soignants, faire de l'éducation populationnelle, faire de la formation, comme on fait aujourd'hui, médicaux, paramédicaux, etc. Mais à minima, ce qu'on appelle la TCC, elle est intéressante, puisque si on donne des conseils d'hygiène de sommeil généraux, qu'on fait un reconditionnement, c'est-à-dire un contrôle du stimulus, qu'on régularise le sommeil et qu'on se lève à heure fixe, ça c'est une patiente qui avait un rythme irrégulier des éveils nocturnes, 6 semaines après, on a une disparition de l'insomnie. Sans facteurs associés de comorbidité, on ne parle pas d'apnée, on ne parle pas de syndrome des jambes sans repos, on ne parle pas de dépression sévère. On est vraiment sur une insomnie psychocomportementale d'éveil. Les traitements dans l'insomnie, alors on réserve les benzos à l'insomnie de courte durée, et puis à long terme, ce n'est pas recommandé ou en prise très intermittente, c'est-à-dire qu'on autorise une benzodiazépine, mais en demi-comprimé, une fois de temps en temps, pour récupérer un peu, mais ce n'est pas, et c'est hors AMM. Les antidépresseurs sédatifs sont autorisés à court terme, mais à faible dose, hors AMM, pour stabiliser le sommeil. À long terme, c'est discuté au cas par cas en fonction du profil psychologique du patient. Vous savez qu'il y a un nouveau médicament qui est sorti qui s'appelle le daridorexant, qui est un antagoniste des récepteurs à l'orexine, qui peut parfois avoir un intérêt dans certains cas. La mélatonine à libération prolongée, elle est réservée dans certains cas chez les patients de plus de 55 ans. Ce que l'on sait, c'est que, bon ça je ne vais pas vous le redire, mais c'est le nouveau médicament qui a été présenté en 2023, qui peut avoir un intérêt quand on a un état d'hyper-éveil très important, mais surtout qu'on a déjà fait d'autres prises en charge en termes de suivi d'insomnie, et notamment la TCCI. Ça ne se met jamais en première intention. Si vous avez des pensées incessantes et des ruminations qui entretiennent l'éveil, ça peut avoir du sens, mais il faut déjà, de façon logique, avoir une prise en charge comportementale et de type TCC. Mais on peut tous faire un peu de TCC en essayant de comprendre le pourquoi de l'insomnie et comment elle s'est installée. Les antihistaminiques, antipsychotiques, mélatonine à libération rapide, phytothérapie, tout ça, c'est peu de preuves et en tous les cas, des risques, c'est pas efficace et ça n'a pas d'intérêt et c'est pas dans les recommandations. La mélatonine, elle est surtout quand on a un décalage de phase ou pour l'insomnie de toute fin de nuit en forme libération prolongée. Donc, souvent, elle peut être associée à la luminothérapie, mais quand vous avez un retard de phase, c'est-à-dire un retard très prononcé à l'endormissement. L'activité physique, ça fait partie des recommandations de la prise en charge de l'insomnie, puisque un programme, ça c'est une étude qui avait montré qu'à 6 mois, on avait une réduction des symptômes d'insomnie, de la gravité de l'insomnie, des scores de dépression et d'anxiété. Alors, je vous invite à voir ce référentiel en soins oncologiques, des soins oncologiques. Vous avez dans l'arbre décisionnel le bilan de l'insomnie, c'est extrêmement bien fait. Comment va-t-on évaluer s'il y a une insomnie? Est-ce qu'il dort peu? Est-ce qu'il rentre dans les critères de la définition? Est-ce qu'il a des symptômes associés qui peuvent faire évoquer une pathologie de type insomnie comorbide avec des syndromes d'apnée du sommeil ou des syndromes des jambes sans repos? Et puis ensuite, on va introduire éventuellement un hypnotique si on est sur une insomnie de courte durée. Et sinon, si on n'a pas de sévérité importante de l'insomnie, on va tout de suite faire de l'hygiène de sommeil et des thérapies de type cognitive et comportementale. Il y a une brochure qui est destinée aux patients. Voilà.
Le lien du référentiel se trouve dans la discussion. D'accord. Donc, en fait, on a parlé de l'insomnie, on va parler des irrégularités de rythme veille-sommeil. Donc, il faut savoir que vous, soignants, mais pas que vous, soignants, les militaires, les policiers, les brancardiers, enfin, tous les soignants et hors soignants dans le secteur tertiaire, public ou privé, on a 15% de salariés qui sont en horaire décalé. Même si vous finissez à 22 heures, ben, c'est déjà du travail de nuit, travail posté, travail de semaine, où on a des fois des irrégularités de rythme, mais en fait, parce qu'on n'a pas d'activité professionnelle, on a d'autres, on est alité, on a des soucis de santé, d'autres problèmes de santé, on a un rythme désynchronisé, mais sans lien avec le travail. Et donc, en fait, on va avoir une désadaptation des rythmes physiologiques et biologiques par rapport aux rythmes imposés, qui sont favorisés par le fait que on a des conditions d'environnement qui ne sont pas adaptées au sommeil. Hein. Si on va se coucher le matin et qu'il fait jour, la température monte, il y a plus de bruit, il y a des obligations personnelles, familiales, etc. Il y a les activités de loisirs. Et donc, on va avoir des risques du travail posté, travail de nuit, TPN, avec, vous voyez, toute la liste, asthénie, somnolence, troubles de vigilance, accidentologie, troubles psychologiques, etc., psychosomatiques, troubles de l'alimentation, prise de poids, troubles de la vie privée, familiale, sociale, parfois une désocialisation, épuisement, burn-out, des troubles métaboliques, des risques cardiovasculaires et un risque majoré de cancer. Un risque avéré pour les troubles du sommeil, la diminution de la vigilance et le syndrome métabolique, un risque probable pour les cancers, et maintenant c'est avéré, et un risque possible pour l'HTA, l'AVC, et donc on a aussi tout ce qui est troubles métaboliques. Alors, déterminants biologiques, homéostasiques, on a une privation de sommeil, on a une réduction de l'activité physique, on a plus de temps pour grignoter si on ne dort pas parce qu'on grignote la nuit quand on travaille, on peut avoir une modification des rythmes de sécrétion hormonale, etc. Risque de prise de poids, d'obésité, de diabète, de syndrome métabolique. Et puis, il y a une association des différentes études entre le sommeil trop court et les risques d'obésité et de diabète. Un enfant qui dort moins d'1 heure par nuit a un risque d'obésité plus tard. Quand les travaux du CIRC 2007 ou les travaux de l'ANSES confirment qu'il y a une disruption circadienne, probablement cancérogène, et puis qu'il y a un effet avéré sur le cancer du sein, notamment, confirmé par les études. Donc, les mécanismes, c'est la désynchronisation circadienne, puisqu'on n'est pas dans notre rythme interne, quand vous allez vous coucher après un travail de nuit, ou quand on prend des postes en 2-8, en 3-8, etc. Il y a une suppression de la sécrétion de mélatonine qui a une action protectrice. On a des troubles du sommeil associés. Il y a des facteurs liés au mode de vie, manque d'activité physique, des pathologies favorisantes, etc., une carence en vitamine D. Et le plus souvent, donc les soignants, c'est vous, c'est moi, c'est nous, en fait, on a des horaires atypiques, c'est plus de 4 millions de Français en 2015, et il y a un facteur de risque avéré de cancer du sein, avec des facteurs de risque probables de santé mentale, cardiovasculaire, etc., notamment pour les rotations en équipe de 8-3-8-12 heures, un surrisque de troubles du sommeil, privation, somnolence. La somnolence, c'est déjà un signe de gravité de désadaptation de l'individu à son poste, s'il est en travail posté, travail, etc. Et puis, plus les rotations sont longues, l'âge, le fait d'être long dormeur et de chronotype matinal, en fait, ça va aggraver les troubles du sommeil et les risques au niveau santé mentale. D'ailleurs, normalement, les personnes qui travaillent de nuit ou partiellement de nuit doivent être suivies tous les ans et avoir une surveillance par le médecin du travail pour évaluer si l'adaptation au poste est toujours satisfaisante. Un interne en médecine, une infirmière, des brancardiers, vous voyez, c'est l'agenda de sommeil qui va nous dire. Là, c'est un interne qui, en fait, quand il travaille, là, il travaille de jour, là, il travaille de nuit, là, il travaille de jour, c'est en bleu, hein. Là, il travaille de jour, donc son sommeil en orange, c'est une fois de nuit, une fois de jour, décalé, puisqu'il a du mal à revenir sur son rythme, etc., etc. Ça, c'est une infirmière en réa, c'est des exemples concrets, hein, des patients qu'on a vus, qui peuvent se lever à 5 heures du matin comme à 9 heures, dormir parfois tardivement
Ben, parce qu'il y a une dette de sommeil. Ça, c'est un rythme régulier avec un lever entre 4 et 6 heures le matin et puis des récupérations le week-end, mais une somnolence avec tous ces ronds tous les jours, tous les jours. Donc, il y a déjà une inadaptation au travail. Ça, c'est un décalage poste de jour, de nuit. Vous voyez, là, la personne travaille de jour, donc elle dort, de nuit, pardon, donc elle dort le jour, et inversement. Donc, vous avez tout de suite une idée des rythmes, et vous pouvez compter avec le patient, et puis travailler sur l'agenda de sommeil. Donc, ça, c'est, je me couche à 23h30, je me lève à 4h du matin. Cette dame se levait à 4h pour aller prendre son bus, puis le week-end, elle fait l'inverse. Elle se couche à 4h du matin, puis elle se lève à 10h ou 11h. Donc, c'est pas possible que ça fonctionne bien, sauf si on a une adaptation, une adaptabilité à des rythmes complètement irréguliers. Et ça, c'est en vacances, donc il y a une tendance au décalage de phase, puisqu'il n'y a plus de synchroniseur, pas de lever heure fixe. Et ça, c'est au travail, on se lève à 6h du matin, puis le week-end, ben, la personne se lève à 13h. Donc, c'est complètement néfaste pour l'étape physique, psychologique, pour la protection cardiovasculaire, métabolique et pour le cancer. Ça, c'est un décalage complet du rythme, enfin, un décalage de phase. La personne se décale progressivement et peut se lever entre 14 et 16 heures, etc., etc. Donc, vous voyez, là, c'est un rythme irrégulier et un décalage de phase, puisque la plupart des gens ont un pic de mélatonine autour de 2 heures du matin. Là, j'imagine que le pic de mélatonine est à 5 heures, puisque quand il n'y a pas de contrainte horaire, la personne se lève ici entre 10 heures et midi. Donc, là, je vais aller rapidement, mais 50 000 soignants, 77% en privation de sommeil, des plaintes multiples et variées, des surrisques en termes de pathologie psychologique et retentissement psychiatrique, des syndromes de stress post-traumatique, etc. Donc, on a parlé de l'insomnie et des rythmes décalés. On va ensuite parler de l'apnée du sommeil et du syndrome des jambes sans repos. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est plus d'1,6 million de personnes appareillées en France aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, il y en avait 400 000. Ça augmente x5 en cas d'obésité, ça augmente avec l'âge. Au-delà de 70 ans, on a plus de 20% des gens, et au-delà de 65 ans, 10% qui ont de l'apnée. C'est 2 à 5% de la population. Ça augmente avec la ménopause, les facteurs familiaux, génétiques, etc. Le tabac, l'alcool, certains traitements. Donc, vous savez ce que c'est une obstruction des voies aériennes. On parle de syndrome d'apnée léger quand on a un index d'apnée-hypopnée par heure inférieur à 15, 15 à 30 par heure quand on est modéré, supérieur à 30 par heure quand on est sévère. Et il y a des facteurs de gravité, une comorbidité, une somnolence avec une notion de danger et de législation, puisque quand on a une somnolence, quelle qu'en soit la cause, mais quand on a un syndrome d'apnée, on est censé pas conduire. Donc les symptômes, vous les connaissez, la nuit, ronflement, pause respiratoire, nicturie, sueur nocturne, sommeil agité, multiples éveils. On reprend en ronflant un grand coup, mais pas toujours. Hein. Insomnie ou sommeil augmenté non réparateur, on peut avoir plusieurs éléments. Puis la journée, ben, on a des maux de tête le matin, fatigue, somnolence, des troubles cognitifs, troubles de l'humeur, troubles de la libido. On peut faire le dépistage par polygraphie. Vous connaissez, on enregistre la respiration thoracique et abdominale, le pouls, la fréquence cardiaque. Si on respire bien, vous voyez là, on a une page de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. La respiration est particulièrement stable. Le taux d'oxygène est stable. Et puis parfois, on a ça. Donc, on a je respire, je m'arrête, je respire, je m'arrête, je respire, je m'arrête. Une succession d'apnées obstructives avec des chutes d'oxygène, une activation de la fréquence cardiaque, des ronflements. Les conséquences, ben, il y a l'accident. Les accidents sont plus graves. Il y a plus de vulnérabilité en cas de privation de sommeil. Des conséquences hypertension, insuffisance coronarienne, des conséquences métaboliques. On retrouve en fait les mêmes que dans l'insomnie. Hein. Une surmortalité avec vraiment un accent sur le cardiovasculaire, HTA, AVC, 30% à 50% des diabétiques de type 2 en fait ont un syndrome d'apnée, 80% des HTA résistance ont un SAS.
Donc, en fait, il faut avoir un œil attentif par rapport à ces patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, cancer ou pas, pour dépister un syndrome d'apnée. Et puis, on va avoir les mêmes éléments que dans l'insomnie, c'est-à-dire que, enfin, pas exactement, mais on va avoir un stress oxydatif, en particulier une hypercapnie, des micro-éveils, une augmentation de l'activité sympathique, une dysfonction endothéliale, puisqu'on va avoir des à-coups hypertensifs et des modifications des parois des vaisseaux, stress oxydatif, inflammation, etc. Et des risques cardiovasculaires, HTA, insuffisance cardiaque, arythmie, ischémie, maladie coronarienne, etc., AVC. Maladie systémique, le syndrome d'apnée. On va avoir un retentissement, en fait, au niveau du cerveau, puisque ça va fragmenter le sommeil, puis on va avoir des conséquences sur le cœur, sur le pancréas, sur le foie, sur le muscle, avec de nouveau, comme on retrouve dans l'insomnie, des risques métaboliques et des risques cardiovasculaires. Le mécanisme, c'est la même chose. Activation sympathique, ça c'est pour le développement du diabète, c'est l'aspect métabolique. Intolérance, résistance à l'insuline, intolérance au glucose, diabète de type 2, avec des responsabilités qui sont situées au niveau de l'activation sympathique, l'axe pareil hypothalamo-hypophysaire surrénalien, etc. Puis l'accidentologie, on en a parlé, toute somnolence, normalement, on ne doit pas conduire. Alors, syndrome d'apnée et cancer. On sait que la prévalence est augmentée chez les patients traités pour un cancer, notamment cancer du sein, cancer de l'endomètre. Et surtout, si on a une radiothérapie, cancer tête et cou. Il y a peu d'études sur l'effet des différents traitements dans les autres cancers, mais les facteurs favorisants, c'est la prise de poids, les traitements sédatifs, les opioïdes, etc. Comment va-t-on traiter l'apnée? Vous connaissez tous des patients, ou peut-être dans vos connaissances des gens qui sont en fait appareillés pour le syndrome d'apnée. Donc, le traitement de référence quand on a un taux supérieur à 30 apnée hypopnée par heure, c'est l'appareillage, associé à des signes, bien sûr, et puis éventuellement entre 15 et 30 quand on a des risques cardiovasculaires et une comorbidité, quelle qu'elle soit, surtout cardiovasculaire, neurologique ou pneumologique. L'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est en fait réservé à des syndromes d'apnée du sommeil modéré. Le traitement positionnel, dormir sur le côté, si on a un SAS, syndrome d'apnée du sommeil essentiellement positionnel. Éventuellement, traitement chirurgie ou chirurgie ORL, s'il y a une obstruction des voies aériennes ou des éléments au niveau maxillofacial qui pourront faire l'objet d'une chirurgie maxillofaciale. Puis dans les dernières années, on a vu apparaître la neurostimulation du nerf grand hypoglosse. C'est un capteur situé au niveau thoracique qui va en fait activer le nerf grand hypoglosse qui va en fait permettre une remontée de la base de langue. C'est des cas extrêmement, c'est pris en charge depuis 2024. C'est des cas extrêmement bien définis avec des critères de prise en charge, pas d'obésité, un syndrome d'apnée qui n'est pas extrêmement sévère, un échec de PPC, etc. Puis vous avez une dizaine de centres en France qui sont centres experts pour en fait poser cette neurostimulation du nerf grand hypoglosse. Dans tous les cas, il faudra faire de l'hygiène de vie, l'hygiène de sommeil, de l'activité physique, perdre du poids éventuellement, puisque ça permet de réduire l'index d'apnée-hypopnée. On va parler du syndrome des jambes sans repos et des mouvements périodiques nocturnes. Le syndrome des jambes sans repos, c'est à l'état d'éveil, alors que les mouvements périodiques nocturnes, c'est que pendant le sommeil. On peut avoir l'un et l'autre, ou que l'un ou que l'autre, etc. Dire que le syndrome des jambes sans repos, c'est le soir souvent, au repos et au coucher. J'ai des sensations désagréables dans les jambes qui m'obligent à bouger. Alors ces sensations, les patients les décrivent de façon très variée. Ça peut être ça pique, ça serre, ça tord, ça brûle, ça me démange, ça me fourmille dans mes mollets. J'ai l'impression que j'ai des choses qui passent sous la peau. Mais quand je marche, ça disparaît. Quand je masse, ça disparaît. Quand je passe les pieds sous l'eau froide, ça disparaît. Mais ça peut m'empêcher de m'endormir ou de me réendormir quand je me réveille la nuit. Alors que les mouvements périodiques nocturnes, c'est pendant le sommeil et uniquement pendant le sommeil. Il y a 10 à 15% des patients qui font des mouvements périodiques nocturnes, mais tout le monde ne se réveille pas.
Et c'est le conjoint qui dit souvent, tu gigotes toute la nuit, tu me mets des coups de pied, ou les patients disent, ben, mon lit est complètement défait, j'ai mal aux jambes le matin, etc. C'est deux pathologies différentes, distinctes, mais parfois associées. Alors, c'est quoi le dysfonctionnement? C'est un dysfonctionnement du système dopaminergique. On a une hyperexcitabilité médulaire qui prédomine au niveau lombo-sacré et qui va favoriser ces mouvements. Le fer est le cofacteur qui intervient dans la synthèse de dopamine. Et donc, souvent, la première chose à rechercher, c'est une carence en fer. Et d'après les recommandations nationales de prise en charge du syndrome des jambes sans repos, la ferritinémie doit être au-delà de 75 nanogrammes par millilitre. En dessous de 75, il faut privilégier une supplémentation en fer, notamment si on a une coefficient de saturation en transférine qui est inférieur à 20%. Mais c'est aggravé par beaucoup de traitements. Les antidépresseurs, les neuroleptiques, l'antihistaminique, l'insuffisance rénale et certaines chimiothérapies et hormonothérapies. Et en effet, le syndrome des jambes sans repos est présent dans 40% de la population de cancer hétérogène et 20% chez les patients traités par chimiothérapie pour cancer. Mais je crois qu'il y a peu eu d'études, en tous les cas, c'est ce qui était mentionné par le référentiel. L'hormonothérapie va augmenter la fréquence et la sévérité du syndrome des jambes sans repos, notamment dans le cancer du sein. Et c'est associé à une véritable altération de la qualité de vie. Vous voyez ici, si on met des capteurs sur les jambes, on voit des petits mouvements toutes les 30 à 40 secondes. Ça, c'est un syndrome des mouvements périodiques nocturnes. D'accord. On va arriver au bout. Alors, il faut faire un diagnostic différentiel. Parce qu'en fait, il y a des difficultés d'endormissement, troubles de maintien de sommeil, 10 à 15% de la population, et parfois des formes familiales. On traite par fer, on l'a dit, ou des traitements spécifiques agonistes, alpha-2 delta ligand, prégabaline neurontin, mais qui peuvent avoir quelques effets secondaires et quelques contre-indications, des dérivés codéinés quand on est sur une forme très douloureuse, voire des opioïdes. Parfois, nos patients se plaignent de somnolence. La cause principale, c'est la dette de sommeil, la mauvaise hygiène de sommeil, les travails postés irréguliers ou les irrégularités de rythme, mais on va avoir des causes médicamenteuses toxiques ou une pathologie organique associée ou une pathologie du sommeil. Donc, avec le cancer, la somnolence, elle peut être en lien direct avec le cancer lui-même, avec les traitements, les médicaments associés, les mécanismes biologiques spécifiques, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, mécanismes neurobiologiques. Vous avez également un arbre décisionnel qui est très bien fait. Bon, là, ce n'est pas possible de voir en tout petit, mais vous pourrez aller voir, qui en fait explique comment prendre en charge la somnolence. En tous les cas, comment faire le tri entre somnolence, est-ce que c'est une durée insuffisante de sommeil, est-ce que c'est une privation, une insomnie, ou est-ce qu'on a une pathologie associée. C'est la même démarche diagnostique que dans l'insomnie. On va éliminer des choses et passer la main. Pour terminer, comment améliorer et préserver son sommeil? Vous connaissez tous les 10 recommandations de l'INSV ou de n'importe quelle société savante par rapport au sommeil. Régulier, se lever à heure fixe, ce qui n'est pas toujours facile quand on est travailleur posté, avoir un rythme régulier, respecter son besoin de sommeil, une bonne exposition à la lumière, pratiquer l'activité physique régulière, modérer le café, pas de café après 14 heures, le soir, éviter les fringales, manger léger, activité calme le soir, environnement propice, se déconnecter au moins 1 heure avant l'endormissement quand on a des problèmes d'insomnie, bien sûr, hein, et garder un temps limité pour maintenir l'association dans son lit, pour maintenir l'association que le cerveau va conserver. Mon temps passé au lit correspond à mon temps de sommeil. Alors, pour tous, il faut éviter la dette de sommeil, la somnolence, les risques, maintenir une bonne qualité de sommeil. Et puis, il faut, pour avoir une activité professionnelle, non professionnelle, une bonne qualité d'éveil. Alors, parfois, les conditions idéales, elles peuvent être imposées. Hein. Chambre dans le noir et le silence, si vous êtes de garde, vous n'êtes pas dans le noir et dans le silence. Les horaires réguliers, ce n'est pas toujours le cas. Repas léger le soir, si on va travailler la nuit, c'est compliqué.
Arrêtez les écrans 2 heures avant le coucher quand vous êtes de garde ou quand vous êtes le soir, vous faites forcément des écrans dans le service ou dans le cadre de votre activité professionnelle. Évitez le café après 14 heures, évitez la nicotine, pas de sieste prolongée. Donc, on va jouer sur l'environnement, sur les synchroniseurs externes, éventuellement des siestes. Il y a des recommandations en médecine du travail, hein, mais ça a peu de sens, et de fait, ça l'est de par la législation, 11 heures entre deux postes, pas plus de 3 nuits consécutives en poste de nuit, et puis des rotations dans le sens horaire, hein, pas dans le sens inverse. Donc, planifier les activités en fonction des horaires de sommeil, et pas l'inverse. Élaborer un planning de sommeil en fonction des horaires de travail, du mode de vie, et si possible, régulier. Il faut viser, en fait, viser son besoin de sommeil par 24 heures, prévoir 7 à 9 en fonction de son besoin individuel, planifier les transitions. Quand j'ai travaillé de nuit, bien sûr, je me lève pas trop tard, et puis je limite le sommeil le matin, je me couche plus tôt le soir suivant. Quand je sors d'une nuit, je mets des lunettes de soleil pour retourner à la maison. Et par contre, quand c'est ma dernière nuit, je me mets bien à la lumière. Donc, il faut un soutien de son environnement familial, hein, pour pouvoir donner priorité au sommeil, gérer l'environnement, avoir des rituels d'endormissement, et puis éventuellement faire des siestes courtes pour améliorer la vigilance, plus ou moins caféinée. On prend un petit café, on dort 15 à 20 minutes, c'est utile avant un poste de nuit. Par contre, si on est en dette de sommeil complète, c'est 90 minutes. Alors, il faut faire attention de ne pas être en inertie quand on se réveille d'une sieste longue. Il faut un environnement calme, etc. Donc, les siestes, par exemple, si je travaille de 6 heures à 14 heures, je dors la nuit, je fais une petite sieste l'après-midi, éventuellement. Et puis, à l'inverse, si je travaille de nuit de 22 heures à 6 heures, et puis que je me lève à 13 heures, je vais avoir une dette de sommeil, je peux faire une petite sieste avant de repartir au travail. C'était un travail qui avait été fait par Elisabeth Petit-Chanteau et Fabienne Mougin, où en fait on avait le positionnement des siestes en fonction de notre travail de matin, travail d'après-midi, je suis de repos, je fais une sieste en début d'après-midi, etc. La caféine, il faut savoir que ça agit en 30 minutes, mais que ça dure la demi-vie est de 6 heures. C'est très long. Si vous prenez plusieurs cafés dans la journée, ça va s'accumuler, ça va amputer le besoin de sommeil. L'alcool diminue la qualité de sommeil, augmente l'apnée. Pas de café en fin de pause de nuit, plutôt une sieste courte si on en a la possibilité en fonction des services où on est. Donc, quand est-ce qu'on doit consulter? C'est pour terminer, quand on n'est pas égaux devant les perturbations du sommeil, quelles qu'elles soient, hein, dette, fragmentation, désorganisation, pathologie, parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est différente en fonction de notre horloge et d'une résistance à la dette de sommeil. Il faut savoir repérer les conséquences du rythme de travail, notamment la fatigue, la somnolence, les troubles de l'humeur, parce que s'ajoutent au travail les obligations familiales, les activités sociales, les loisirs, etc. Et puis qu'il y a des causes extrinsèques, qui peuvent altérer notre sommeil. Donc, consultation, agenda de sommeil, questionnaire, examen, insister sur l'hygiène de sommeil, les rythmes réguliers, la gestion du stress, la mélatonine et adapter nos traitements. Et à minima, on peut améliorer le sommeil dans les rythmes irréguliers. Là, vous avez à gauche, sur une patiente 6 semaines après, cette patiente-là également. Voilà, ça c'est une insomnie de fin de nuit. En faisant un lever fixe, une diminution du temps de sieste, on arrive à stabiliser le sommeil. En conclusion, donc les troubles du sommeil et cancer, c'est des liens bidirectionnels, des mécanismes multiples et complexes, que très souvent, même si il y a vraiment la volonté aujourd'hui dans la population et chez les soignants de prendre en charge les troubles du sommeil, en fait, c'est souvent sous-diagnostiqué. Les principaux troubles du sommeil en cas de cancer ou de traitement pour cancer, c'est l'insomnie, avec des facteurs précipitants comme l'annonce diagnostique, les effets secondaires, etc. Puis l'installation du cercle vicieux. Il faut privilégier les TTCI. Si on ne trouve pas de thérapeute, on va déjà donner des conseils d'hygiène de sommeil, de coucher, de lever heure fixe, de respect du besoin de sommeil, analyser les pensées qui vont entretenir l'insomnie,
Les troubles respiratoires nocturnes, c'est jusqu'à 58% des cancers, favorisés par l'hormonothérapie, la radiothérapie. Le syndrome des jambes sans repos, aggravé par certains traitements. La somnolence, qui nécessite une petite enquête pour voir si on est en désynchronisation, une cause médicamenteuse ou une pathologie du sommeil. Hygiène, thérapie complémentaire, chronothérapeutique, où on associe des stratégies de synchronisation comportementale et pharmacologique, activité physique et bilan sommeil si nécessaire. Il faut être extrêmement vigilant sur le suivi post-traitement cancer, puisque parfois les patients développent un trouble du sommeil qui va se pérenniser et que nous, éventuellement en consultation sommeil, on voit par la suite, parce qu'on ça a fait le lit de l'insomnie notamment, et ça s'est maintenu au fil du temps. Je vous remercie. J'ai été un peu rapide, je vous en ai dit beaucoup, mais j'espère que ça vous servira au quotidien, et je suis à votre disposition si nécessaire pour des informations ou des éléments complémentaires pour vous aider ou vous donner des explications. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair. C'était très complet. Pour l'instant, je n'ai pas de questions en ligne, mais c'est vrai que les choses ont été abordées au fur et à mesure. Donc, même Oui. les questions que moi j'avais pu éventuellement anticiper, tout a été abordé. Voilà, juste des remerciements dans la conversation pour la présentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, je vais vous remercier énormément. Et je vous invite à vous connecter sur la SFRMS. Je ne l'ai pas mis ici, mais il y a un site qui s'appelle le réseau morphée.fr, qui est un site qui donne des informations aux patients. Le référentiel en soins oncologiques de support, il est extrêmement bien fait. Il y a quelques éléments qui m'ont été utiles pour faire le diaporama et la présentation. Et donc, ça peut vous aider au quotidien. Après, on peut échanger avec les uns et les autres sur des cas particuliers si nécessaire. Voilà, merci. Je vous remercie. Un grand merci à vous. Et sans autre remarques sur le chat, je vous propose qu'on arrête là. Et de nouveaux remerciements pour la belle présentation. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.